Bonjour à tous, nous allons compléter les films précédents destinés à préparer les séances de TP par un petit film sur la mesure des débits d'air. Dans cette présentation, on va présenter la manip utilisée en travaux pratiques et ensuite les points essentiels de cette présentation porteront sur la démonstration de la relation de Bernoulli et sa déclinaison en aérolique dans l'étude des écoulements d'air. Ensuite, sur l'instrument de mesure qui utilise implicitement la relation de Bernoulli et qu'on appelle une sonde de Pitot. Enfin, on fera un paragraphe sur la mesure des pressions à l'aide de tubes manométriques et en particulier sur la sensibilité de la mesure. Et enfin, puisqu'on aura tous les éléments, on mettra en œuvre une approche expérimentale de façon à voir la naissance d'une couche limite, c'est-à-dire une couche d'air pour laquelle la vitesse est nulle à la paroi de la canalisation. Alors, quel est le dispositif expérimental? Vous l'avez ici en photo et avec un schéma sur la gauche. De l'air va circuler ici du haut vers le bas dans une canalisation au sein de laquelle on va insérer un tube de Pitot. Ce tube de Pitot va être relié à des tubes manométriques et donc c'est à partir de la lecture d'une dépression que l'on trouvera la vitesse de l'air dans la canalisation. On peut voir sur ce schéma que la canalisation possède un convergent, un col et un divergent, donc typiquement le profil d'un tube de Venturi, et on observera dans cette canalisation, dans la partie divergente, la présence d'une couche limite. Si on regarde l'appareil en coupe, en particulier sur la vue de droite, l'air est aspiré par une pompe. Cet air va remonter et on peut régler son débit à l'aide d'une vanne de débit. L'air passe ensuite dans ce qu'on appelle une chambre de tranquillisation où on va avoir une grande section. Puis on va redescendre dans la veine d'essai au travers d'un convergent qui va canaliser les lignes de courant, et c'est au bas de ce convergent que se situe la veine d'essai, au sein de laquelle on introduit le tube de Pitot pour faire des mesures de vitesse. Une fois que l'air est passé dans la canalisation, il est évacué à l'arrière de l'appareil. Ce qu'on cherche à faire dans ce TP, c'est à comparer un profil de vitesse théorique, représenté en bleu sur la figure, en fonction de l'abscisse de la canalisation. Donc la veine d'essai fait 30 cm de long. On connaît parfaitement son profil géométrique. On rappellera les caractéristiques géométriques au moment voulu. Le trait bleu, donc la courbe bleue représente le rapport de deux vitesses théoriques, la vitesse observée à l'abscisse I par rapport à la vitesse dans l'étranglement. Et les points rouges, eh bien, ce sont les mesures que vous allez faire de vitesse à peu près tous les centimètres le long de l'axe de la canalisation. Autant on constate qu'il y a une bonne adéquation entre les points expérimentaux rouges et la courbe théorique bleue dans la première partie, c'est-à-dire la partie convergente, puis dans le col, autant on voit qu'il y a un écart et qui n'est pas dû simplement à des incertitudes dans la partie divergente. Et l'air va aller plus vite, les points rouges sont au-dessus de la courbe bleue, l'air va aller plus vite qu'il ne devrait aller. S'il va plus vite que la vitesse à laquelle il devrait aller, ça veut dire qu'il passe dans une section plus petite, d'après la loi de conservation des débits. Et s'il passe dans une section plus petite, ça veut dire qu'il y a une couche qu'on appelle couche limite, pour laquelle la vitesse est nulle. Voilà, c'est ce que vous mettrez en évidence dans cette séance de travaux pratiques. Alors, la première partie de cette présentation concerne la démonstration de la relation de Bernoulli. Alors la relation de Bernoulli, on va l'écrire le long d'une ligne de courant dont on rappelle ici la définition. C'est une courbe de l'espace géométrique pour laquelle à chaque instant, en tout point, on a le vecteur vitesse local qui est tangent à la courbe. Si le vecteur vitesse local est tangent à la courbe, on peut donc écrire que le produit
vectoriel de dl, le petit élément de parcours par le vecteur vitesse v, est nul. Si on se met en coordonnées cartésiennes, voilà l'expression du vecteur dl et du vecteur v. Et donc quand on exprime le produit vectoriel sous la forme d'un déterminant par exemple, on va obtenir les trois équations suivantes. Les trois équations suivantes nous conduisent à dire que lorsqu'on cherche l'équation d'une ligne de courant, on doit résoudre le système différentiel suivant: dx sur vx égale dy sur vy égale dz sur vz. Donc voilà quelles sont les équations des lignes de courant. Dans la partie travaux pratiques, la ligne de courant sera rectiligne, ce sera une ligne verticale qui représentera l'axe de la canalisation. Et pourquoi a-t-on besoin d'une ligne de courant? Parce que le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale m gamma, va être écrit en projection le long d'une ligne de courant. Alors une ligne de courant, c'est bien, mais ça ne permet pas d'intégrer la particule fluide, puisque sur cette ligne de courant, on a uniquement le vecteur vitesse qui est tangent à la ligne en tout point et en tout instant. Alors on va prendre un ensemble de lignes de courant, et cet ensemble de lignes de courant va définir ce qu'on appelle un tube de courant. Un tube de courant est défini ici, c'est tout volume fermé uniquement de lignes de courant. Il n'y a donc pas de flux qui traverse la surface latérale. On a un flux entrant, un flux sortant, à partir d'une section d'abscisse S et d'une autre section un petit peu plus éloignée d'abscisse S plus ds. Et donc dans ce tube de courant, on va prendre un petit élément justement de longueur ds sur lequel on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. C'est ce que vous voyez ici. On a extrait de ce tube de courant un petit élément compris entre deux sections, à gauche une section d'abscisse S et à droite une section d'abscisse S plus ds. Le fait de matérialiser un volume permet d'intégrer la notion de masse volumique et donc de force volumique que vous voyez représentée en rouge. Il s'agit ici du poids. Et puis, naturellement, ce petit élément de tube de courant s'appuie sur d'autres petits éléments et on va devoir prendre en compte dans le bilan des forces surfaciques. Donc ce petit élément de tube de courant est soumis à des forces volumiques liées à la pesanteur et des forces surfaciques liées au contact des autres particules de fluide qui frottent à la surface de ce tube de courant. Il est animé du vecteur vitesse qu'on représente par un vecteur noir ici. Ce vecteur vitesse est tangent en tout point à la trajectoire. C'est ce qui est représenté à l'écran. Alors, on écrit le principe fondamental de la dynamique, somme des forces égale m gamma. Les forces, on vient de le dire, vont être décomposées en une composante ou un ensemble de composantes surfaciques et volumiques. De la même façon, on dira que l'accélération, le vecteur accélération, c'est la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Et on arrivera, tout calcul fait, mais l'objectif de cette présentation est d'en faire la démonstration, à la relation proposée par Daniel Bernoulli, qui nous dit que le long d'une ligne de courant, on va avoir une conservation, la somme des trois termes est égale à une constante, d'un terme cinétique, on voit apparaître le carré du module du vecteur vitesse, d'un terme lié à la pression, qu'on voit apparaître ici sous la forme P sur ρ fluide, plus d'un terme Gz lié à l'énergie potentielle. On voit sur la partie gauche de la figure que la ligne de courant représentée en rose, notée axe S, subit une élévation entre l'abscisse S et l'abscisse S plus ds. Donc on aura une variation dz, et cette variation dz correspondra à une variation d'énergie potentielle. Et bien c'est la somme de ces trois termes qui traduit le long de la ligne de courant la conservation de l'énergie. Cette conservation a été décrite par Bernoulli. Suivant qu'on est en aérolique ou qu'on est en hydraulique, le terme masse volumique des fluides, ρ fluide, prendra des valeurs adaptées, sachant que la masse volumique de l'air est à peu près 1000 fois plus faible que la masse volumique de l'eau. Et donc ceci nous amènera à décliner cette relation générale dans le cas du transport d'eau et du transport d'air. Alors hypothèse importante, on va négliger
dans le bilan des forces et des forces surfaciques, les conséquences des composantes tangentielles du vecteur contrainte devant les conséquences des composantes normales du vecteur contrainte. Alors en effet, nous avons vu que le vecteur contrainte qui s'exerce en un point M sur une face de normale n, on peut toujours l'écrire sous la forme d'une somme de deux composantes, sigma n qui représente la composante normale et tau qui représente la composante tangentielle. Eh bien, on va faire l'hypothèse que sur la surface ou sur les surfaces de ce petit élément de tube de courant, les composantes du vecteur contrainte sont uniquement normales à la surface. C'est pour ça que les petites flèches bleues représentant les forces surfaciques sont dessinées normales à la surface sur laquelle elles s'exercent. Alors c'est ce qui permet, dans un catalogue de mécanique des fluides, de faire la différence entre les fluides dits parfaits et les fluides dits réels. Les fluides réels sont ceux pour lesquels on ne pourra plus négliger dans la description du mouvement la composante tangentielle, et on sait, parce qu'on l'a déjà étudié, que cette composante tangentielle, on la reliera à l'aide d'un réogramme à la vitesse de déformation, qu'on appelle encore gradient de vitesse. Dès lors que l'on travaille avec un fluide dit parfait, c'est le cas de l'eau, c'est le cas de l'air, on va négliger les composantes tangentielles de ce vecteur pour ne garder que les composantes normales, et les composantes normales, vous le savez, c'est la pression. Alors, regardons qu'est-ce qu'il se passe, surface par surface. Mais sur le petit élément de tube de courant, on va avoir une surface que j'ai appelée surface 1. C'est la section du tube, du petit élément de tube à l'abscisse S. La surface s'appelle A de S et la pression s'appelle P de S. Ce qui fait que la force c'est le produit de la pression par la surface. En effet, on va considérer que A de S peut être choisi aussi petit qu'on le souhaite, de telle sorte que la pression P de S soit supposée uniforme. Donc j'ai écrit ici le module. On voit que dans le bilan des forces surfaciques en projection sur l'axe S, on aura un signe plus puisque les petites flèches sont orientées dans le sens de l'axe S. On va faire la même chose sur une seconde surface, la surface de sortie, la surface qui est à droite, située à l'abscisse S plus ds. On a volontairement pris un tube de courant pour lequel à l'abscisse S plus ds, la surface est plus grande. Donc on a une section A de S plus ds. La pression s'appelle P de S plus ds. Et donc de la même façon, la pression étant la composante normale du vecteur contrainte, en projection suivant l'axe S, on va avoir P de S plus ds que multiplie A de S plus ds. On va s'empresser à faire un développement de type f de x plus dx égale f de x plus df sur dx, à la fois pour p de s plus ds et à la fois pour a de s plus ds. C'est ce que l'on va écrire sur ce transparent. Donc je remplace p de s plus ds par un développement limité à l'ordre 1. Je remplace a de s plus ds par un développement limité à l'ordre 1. Je vais faire les produits. En faisant les produits, je vois apparaître entre crochets des termes que je vais conserver et je vois apparaître en dehors du crochet un terme d'ordre 2 que je vais négliger. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit précédemment, je peux choisir ds, le petit élément de longueur entre la section d'abscisse S et la section d'abscisse S plus ds. Je peux choisir ce petit élément de longueur aussi petit que je veux. Par voie de conséquence, quand vous le mettez au carré, celui-ci devient encore plus petit. Et donc, on va négliger ce dernier terme devant les autres. Donc, voilà comment s'écrit le bilan des forces surfaciques en projection sur l'axe horizontal, des forces surfaciques agissant sur la surface droite de ce petit élément de tube de courant. Il nous reste donc maintenant, et c'est là la partie la plus difficile, à exprimer le bilan des forces surfaciques sur la surface latérale du tube de courant. C'est ce que nous allons faire ici. Alors en reportant sur ce schéma les objets que l'on connaît. On sait que sur la section, au niveau de la section d'abscisse S, la pression est uniforme. Pourquoi? Parce que je peux choisir une section aussi petite que je veux. La pression, c'est une
grandeur qui est isotrope. Isotrope, ça veut dire qu'on fait appel quelque part à la partie sphérique de la décomposition du tenseur contrainte que l'on a présenté en cours et qu'on va observer, quelle que soit la direction de l'espace, la même valeur. C'est pour ça que par rapport à l'angle que vous voyez, j'ai dessiné un cercle et j'ai reporté la petite flèche P de S verticalement sur la surface latérale, que ce soit en haut et en bas. Donc, connaissant la pression sur la section d'abscisse S, je peux connaître la pression en un premier point sur la surface latérale. Je peux faire le même raisonnement sur la section d'abscisse S plus ds, et en rappelant encore une fois le caractère isotrope de la pression, je peux donc définir sur la surface latérale, en un point, il y a continuité, la valeur P de S plus ds. Et je vais dire que la distance entre les deux sections est aussi petite que je veux, donc cette longueur ds va me permettre de dire qu'entre les deux extrémités, puisque ds est aussi petit que je vais admettre une variation linéaire de la pression entre la valeur P de S et la valeur P de S plus ds. Alors, pourquoi ai-je besoin de dessiner un élément de tube de courant qui n'est pas de section constante ? Bien, regardez ce qu'il se passerait si nous avions un tube de courant de section constante. C'est ce que vous voyez représenté par le rectangle à l'intérieur du trapèze. Le trapèze est représenté en pointillé noir, alors que le rectangle est représenté par un trait plein. Bien, par définition du rectangle et de ses angles droits, la projection sur l'axe horizontal des forces surfaciques latérales serait nulle. Les flèches que vous voyez apparaître sur les côtés latéraux, lorsque vous les projetez suivant l'axe S, le bilan des forces serait nul. Donc, s'il n'y a pas de variation de section, on ne pourrait pas prendre en compte cette force surfacique. Alors, comment va-t-on la prendre en compte ? Eh bien, on va la prendre en compte parce qu'il y a un accroissement de la section. Et cet accroissement de la section, que vaut-il ? On est passé d'une section d'air A2S à l'abscisse S à une section d'air A2S plus ds à l'abscisse S plus ds. Donc, la pression va s'exercer uniquement sur la surface qui est hachurée à l'écran, sur la couronne. Eh bien, on va calculer dans un premier temps l'aire de cette couronne. L'aire de cette couronne, c'est A2S plus ds, le grand disque, moins A2S, le petit disque. On fait un développement limité à l'ordre 1 de la quantité A2S plus ds, et donc l'élément de surface sur lequel s'applique la pression s'écrira dA sur ds, ds. Si on sait maintenant par quelle pression il convient de multiplier cet élément de surface, eh bien on aura le bilan des forces surfaciques. Alors, pour trouver le bilan des forces de pression, regardons ce qui se passe. On va avoir une distribution de la pression sur cette petite couronne qui va de l'extérieur de P de S à l'intérieur, qui va de l'extérieur où on a une valeur P de S plus ds à l'intérieur où on a une valeur P de S. Par voie de conséquence, on va utiliser la formule de la moyenne. N'oublions pas que la distance et donc l'élément de surface est petit. Donc on va prendre la formule de la moyenne en écrivant 1/2 de P de S plus ds plus P de S. On fait un développement limité à l'ordre 1, encore une fois, de P de S plus ds. Et on voit apparaître un terme que l'on va négliger, puisque on va voir apparaître 2 P de S sur 2. Et donc on va admettre que la valeur P de S est la valeur qui s'exerce sur cette couronne. Donc, connaissant la valeur qui s'exerce sur la couronne, connaissant l'aire de la couronne que nous avons déterminée sur le transparent précédent, eh bien, on va pouvoir calculer la force surfacique en projection sur l'axe horizontal liée à la surface latérale. C'est ce que l'on voit apparaître ici. C'est le produit de P de S que multiplie dA sur ds, ds. Donc ça y est, nous avons fait le bilan des forces surfaciques, d'abord sur la surface 1, puis la surface 2, et enfin la surface latérale 3. Donc on va reporter
ces informations sur ce transparent. Sur la surface 1, avec un signe plus, on voit l'orientation des flèches, nous avons P de S que multiplie A de S. Sur la surface 2, qui est la surface située au point de section d'abscisse S plus DS, nous avons le terme qui est à l'écran avec un signe moins. Il suffit de regarder l'orientation des flèches bleues par rapport à l'axe S. Et enfin, on vient de le calculer avec un signe plus, P de S que multiplie dA sur ds, ds. Lorsqu'on fait la somme de tout ceci, eh bien, on va arriver à des simplifications. Le terme P de S que multiplie A de S part entre la première et la deuxième équation. Le terme P de S que multiplie dA sur ds, ds part entre la deuxième et la troisième équation. Il ne reste donc avec un signe moins que le terme moins A de S que multiplie dP sur ds, ds. Voilà quel est le bilan des forces surfaciques en projection sur l'axe S. Alors, on va faire le bilan maintenant des forces volumiques. Les forces volumiques sont liées au champ de la pesanteur et à la masse du fluide. Cette masse est connue par l'intermédiaire de la masse volumique ρ, indice fluide, que vous voyez apparaître à l'écran. Donc le poids, c'est la masse que multiplie l'accélération de la pesanteur. Ce poids est un vecteur dirigé verticalement, donc porté par l'axe Z, et donc il s'écrit moins ρ fluide, c'est la masse volumique, que multiplie le volume A de S ds, que multiplie G, que multiplie EZ. Alors, ce poids est vertical, comme nous l'avons dit, et il va falloir le projeter. Il va falloir le projeter le long de la ligne de courant, donc suivant l'axe S. Donc voilà la projection, et donc le module du poids va devenir le module du vecteur que j'ai noté X sur la figure, en faisant apparaître un triangle équilatéral avec un angle alpha. L'angle alpha va me permettre de dire que le sinus de l'angle alpha est égal au rapport entre le côté opposé, qui est représenté par X ici, et l'hypoténuse qui est représentée par P. Donc la grandeur que je cherche est égale à P sinus alpha. Attention, il y aura un signe moins compte tenu de l'orientation du vecteur X. Alors il va falloir que je réécrive maintenant sinus alpha en remarquant la chose suivante. Je remplace ici la valeur de P par sa valeur. Rho que multiplie A de S ds que multiplie G. Et je vais réécrire sinus alpha en remarquant que je retrouve cet angle par le biais d'un triangle semblable lorsque je passe le long de la ligne de courant d'un point à l'altitude Z à un autre point situé à l'altitude Z plus dz. Donc je me suis élevé d'une quantité dz en parcourant le long de la ligne de courant un chemin de longueur ds. Je retrouve un triangle équilatéral dans lequel, un triangle rectangle dans lequel je fais figurer l'angle alpha. Le sinus de cet angle est égal au rapport entre le côté opposé, dz, sur l'hypoténuse, ds. Et je vais donc pouvoir remplacer dans l'expression de x la valeur sinus alpha par dz sur ds. C'est ce qui apparaît ici. Et donc j'ai fait maintenant le bilan des forces volumiques que je vais rapprocher du bilan des forces surfaciques dans l'expression du principe fondamental de la dynamique. En effet, somme des forces égale m gamma. Nous avions dit que c'était la somme des forces surfaciques et des forces volumiques. Cette expression vectorielle, nous la projetons suivant l'axe de la ligne de courant, et donc nous obtenons la relation que vous voyez à l'écran, moins A de S, dP sur ds ds, moins ρ fluide, G, A de S, dz sur ds ds. Il nous reste donc maintenant à expliciter ce que l'on trouve à droite du signe égal, à savoir m gamma, et donc projeter le vecteur accélération le long de la ligne de courant. Alors on va faire quelques rappels sur le vecteur accélération. Le vecteur accélération, ce n'est autre que la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Le vecteur vitesse est égal au produit de son module par le vecteur unitaire tangent t.
lorsqu'on dérive le produit du module du vecteur vitesse par le vecteur unitaire tangent, pour trouver l'accélération, eh bien voilà ce qu'on obtient à l'écran. On obtient la dérivée du module par rapport à t, porté par le vecteur t, plus le module du vecteur vitesse que multiplie la dérivée du vecteur unitaire tangent par rapport à t. Ceci nous renvoie à des concepts d'un cours d'analyse vectorielle qui a présenté notamment le repère de Freinet, et on fait apparaître ainsi, avec la courbure kappa, ou le rayon de courbure 1 sur kappa, le vecteur unitaire normal pour remplacer la quantité dt sur ds, ce qui fait qu'on retrouve ici une relation bien connue qui consiste à décomposer, lorsqu'on en a besoin, lorsqu'il y a une courbure dans la ligne de courant, le vecteur accélération sous forme d'une somme d'une composante tangentielle, dv sur dt, et d'une composante normale, kappa, que multiplie le carré du module du vecteur vitesse. Alors cette décomposition est très utile si vous vous intéressez en particulier à l'écoulement d'un fluide dans un coude. Pouvant faire un angle de 90 degrés par exemple, vous allez devoir prendre ce second terme. Nous nous intéressons à la projection du vecteur vitesse le long de la ligne de courant, et notre ligne de courant sera linéaire, sera rectiligne. Donc la projection du vecteur accélération le long de la ligne de courant se note gamma indice t, c'est le produit scalaire, c'est la notion de projection du vecteur gamma sur t. Donc c'est ce que vous voyez à l'écran, donc c'est la dérivée du module du vecteur vitesse par rapport au temps, que l'on va réécrire sous la forme suivante: gamma indice t égale au produit du module du vecteur vitesse par la dérivée du module du vecteur vitesse le long de la ligne de courant, donc en dérivant par rapport à ds. On va donc maintenant pouvoir compléter l'équation du principe fondamental de la dynamique en remplaçant le terme m gamma par l'expression que vous avez obtenue. On remplace donc, lorsqu'on est en projection, le terme m gamma. M, c'est la masse c'est le produit de la masse volumique par le volume, donc A2S que multiplie ds, et gamma est devenu gamma indice t, comme on vient de le voir sur le transparent précédent. Donc on arrive à cette expression. Alors dans cette expression, on va pouvoir tout de suite faire une simplification, à la fois par A2S. Pourquoi? Parce que A2S n'est pas nul. Si A2S était nul, vous ne pourriez pas considérer de force volumique, puisqu'en fait, vous n'auriez pas de section dans votre tube de courant, donc il n'y aurait pas de matière. On peut diviser par ds, pourquoi? Parce que l'élément de longueur du petit élément de tube de courant n'est pas nul, pour la même raison que précédemment. Il faut avoir un volume, et pour avoir un volume, il faut bien le produit d'une surface par une longueur. Donc puisqu'on a un volume, ds n'est pas nul, A2S n'est pas nul, et on peut simplifier de part et d'autre du signe égal par A2S que multiplie ds. Il nous reste donc l'expression que vous voyez à l'écran. On va réorganiser cette expression de façon à ramener tous les termes du même côté du signe égal. C'est ce que vous voyez ici. Rho fluide que multiplie V que multiplie dV sur ds, plus rho fluide que multiplie G que multiplie dz sur ds, plus dp sur ds égale 0. Et on s'aperçoit que ce qui est à gauche du signe égal n'est autre que la différentielle d'une quantité, surtout quand on a ici d'abord divisé par rho fluide. Ça va être la différentielle de la quantité suivante, d, de 1/2 de V2. En effet, quand vous dérivez 1/2 de V2 par rapport à S, vous avez 2 fois 1/2 de V que multiplie dV sur ds, et les autres termes ne posent aucun problème. Et quand la différentielle d'une expression est égale à 0, ça veut dire que l'expression, ce que vous voyez entre les parenthèses, est égale à une constante. Voilà, et bien voilà une démonstration de la relation proposée par Bernoulli. Chacun des termes ayant un sens, le terme Gz est apparu lorsqu'on a créé une variation d'altitude, le terme P sur rho fluide est apparu lorsqu'on a fait le bilan des forces surfaciques, et le terme 1/2 de V2 est apparu lorsque l'on a écrit la projection du vecteur accélération le long de l'axe S.
Donc voilà démontré la relation de Bernoulli que l'on va décliner. Donc cette relation traduit la conservation de l'énergie donnée à la particule fluide le long de la ligne de courant. Et donc cette relation, on va la décliner en hydraulique. Alors en hydraulique, on va prendre un fluide parfait tel que l'eau. Donc j'ai remplacé ρ fluide par ρ indice O. On va la réécrire un petit peu différemment de telle sorte que les termes de la somme soient homogènes à une longueur. Donc en divisant par G, voilà ce qu'on obtient. Et la constante prend le nom de charge hydraulique. Et quand on a une perte de charge, c'est qu'il n'y a pas conservation de cette charge hydraulique entre un point initial de la ligne de courant et un point final. C'est ce que l'on représente souvent, on l'a vu dans le film sur la mesure des débits d'eau, sous la forme d'une distribution d'une ligne altimétrique, c'est le terme Z, de la somme de la ligne altimétrique et du terme P sur ρg, qui matérialise une ligne piézométrique, et le complément, s'il y a conservation, correspond au terme cinétique 1,5 de V2 sur G. Alors, le TP dans lequel nous allons travailler va voir circuler de l'air dans la canalisation. Donc, je remplace la masse volumique du fluide par la masse volumique de l'air. Et il est de coutume, lorsqu'on travaille en aérolique, de réécrire l'expression de telle sorte que la constante, et donc tous les termes de la somme, soient homogènes à des pressions. Donc c'est ce que vous voyez ici en multipliant par ρ. Et donc 1,5 de ρV2 plus P plus ρGZ est égal à une pression. La pression, on va prendre à droite du signe égal le nom de pression totale. Alors, si on regarde ce qui se passe à gauche du signe égal, le premier terme, 1,5 de ρRV2, porte le nom de pression dynamique. Et le terme P plus ρGZ porte le nom de pression motrice ou pression piézométrique. Dans le cas, donc c'est ce que l'on identifie ici, donc la pression totale et la somme est exprimée, décomposable sous la forme de la pression dynamique plus de la pression motrice. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le cas de l'air et que la masse volumique de l'air est petite. Un ordre de grandeur, quand on ne sait pas la mesurer, est de 1,2 kg par mètre cube par rapport à la masse volumique de l'eau qui est de 1000 kg par mètre cube. Et donc souvent le terme ρR que multiplie GZ va être négligeable devant le terme petit p, qui va prendre le nom de pression statique, et ce qui fait que, excusez-moi je reviens sur le transparent précédent, on a tendance à dire que la pression totale est dans ce cas-là la somme de la pression statique plus de la pression dynamique, et on se placera dans cette hypothèse lors de la séance de travaux pratiques. Ça veut dire, et cette équation n'est pas anodine, que si l'on sait mesurer la pression totale et si l'on sait mesurer la pression statique, alors on calculera la pression dynamique. Pression dynamique, c'est celle qui fait intervenir le terme V carré. Mesurer une vitesse, c'est pas facile. Donc, bilan de l'opération, pour avoir la pression dynamique, on mesurera à l'aide de tubes manométriques la pression totale, on mesurera à l'aide de tubes manométriques la pression statique, et en faisant une soustraction, on obtiendra la pression dynamique. Donc la pression dynamique, en fait, on ne la mesure jamais directement, on la calcule en utilisant cette décomposition. Alors, comment utiliser la relation de Bernoulli pour faire des mesures le long d'une ligne de courant? Donc, j'ai positionné ici une canalisation horizontale que vous voyez matérialisée en rouge, du moins dont les parois sont matérialisées en rouge, de section constante. Donc, si la section est constante, la vitesse au point A est égale à la vitesse au point B, deux points situés le long de la ligne de courant, deux points situés à une altitude ZA et ZB par rapport à la ligne de référence. Et je rappelle que dans cette canalisation, eh bien, c'est de l'air qui circule. Alors, si j'applique le principe de conservation, la canalisation étant horizontale, le terme ZA est égal au terme ZB. Donc on peut simplifier la relation de Bernoulli et on écrit que PA plus 1,5 de ρR VA carré est égal au point B, à PB, plus 1,5 de ρR VB carré. C'est la conservation de la pression totale.
Alors, n'oublions pas que ce que l'on cherche à faire, c'est de mesurer la vitesse de l'air dans la canalisation. Donc, on cherche à mesurer VA et VB. Et vous avez à l'écran une équation qui présente, à l'instant T, elle présente 4 inconnus. Vous ne connaissez ni PA, ni PB, ni VA, ni VB, et vous pouvez dire que VA est égal à VB, ça fait une inconnue de moins, mais nous avons une équation avec plus d'inconnus, et donc il va falloir trouver une astuce pour compléter cette équation intelligemment afin d'estimer la vitesse de l'air dans la canalisation. Et c'est l'objet bien de la sonde de Pitot. Alors l'idée de Pitot consiste à dire que si on pouvait annuler une des inconnues, eh bien, ça serait une inconnue de moins à estimer. Et c'est ce que l'on va faire en mettant au point B, le long de la ligne de courant, un obstacle. Cet obstacle va arrêter la circulation, c'est ce qu'on appelle un point d'arrêt, et par définition, s'il y a un arrêt, la vitesse est nulle, donc le terme VB est égal à 0. Donc l'équation précédente, si vous arrêtez le long de la ligne de courant le fluide au point B, va s'écrire PA plus 1,5 de ρR VA carré est égal à PB plus 0. Donc si finalement on sait mesurer la pression au point B et la pression au point A, alors on aura la valeur du module du vecteur vitesse. Et on va profiter de ce point d'arrêt pour faire d'une pierre deux coups, si je puis dire. On va à la fois arrêter le vecteur vitesse, on va arrêter la circulation d'air, et on va en même temps mesurer la pression au point B. Alors comment va-t-on faire? Eh bien tout simplement, on va introduire dans la canalisation, au niveau du point B, un tube manométrique, qui va présenter par exemple ici un coude. On va remplir ce tube manométrique par un liquide manométrique qui, dans le cadre de la séance de travaux pratiques, sera de l'eau, et on discutera d'autres liquides manométriques dans la partie dédiée à la sensibilité de la mesure. Et en fait, c'est le poids de la colonne d'eau qui va arrêter l'air en circulation. Alors en effet, comment va-t-on mettre ça en équation? Le point B et le point B' sont sur une même ligne horizontale dans un liquide au repos. Donc 2 points sur une même ligne horizontale sont en statique des fluides, puisque le système ne bouge plus, à la même pression. Donc PB est égal à PB'. La pression étant une grandeur isotrope, étant la composante normale du vecteur contrainte, on peut au point B' calculer la pression à partir de tout ce qui pèse au-dessus du point B', et vous voyez apparaître sur la figure, d'une part la pression atmosphérique, et d'autre part le poids, ce qu'on appelle le poids de la colonne d'eau, qui est matérialisé par le terme ρO GHB. Donc si on a une hauteur HB suffisante, eh bien, le poids de la colonne d'eau va arrêter la circulation d'air au point B. Donc puisque PB' est égal à PB, ça y est, nous avons utilisé la grandeur pression qui est due à Blaise Pascal pour obtenir l'expression de la pression au point B. Donc vous voyez que ça se simplifie petit à petit. Si nous savons maintenant, si nous connaissons la valeur de la pression atmosphérique, si on connaît la masse volumique de l'eau, si on connaît la valeur de G, et si on sait lire la valeur HB sur une échelle de lecture, alors on connaîtra la valeur de PB. Donc il ne reste plus qu'à connaître la valeur de la pression au point A pour pouvoir utiliser la formule qui donnait l'expression du module du vecteur vitesse. Alors que va-t-on faire au point A? Alors au point A, en fait, on ne va pas pouvoir faire grand-chose parce que le point A, il est en plein milieu de la canalisation. Alors il ne s'agit pas de mettre ici encore un obstacle. Pourquoi? Parce que si vous arrêtez la vitesse à la fois au point A et au point B, vous ne pourrez pas avoir la vitesse au point A. Alors on va utiliser une propriété qui est souvent oubliée, c'est que par rapport aux lignes de courant qui sont représentées dans le plan de la figure par des flèches horizontales, bien perpendiculairement à ces lignes de courant, vous avez ce qu'on appelle des lignes ou des plans équipotentiels, et c'est ce que j'ai représenté à rose ici par un trait vertical passant par le point A. Ça veut dire que le point A situé sur la ligne de courant et le point A' situé à la surface de la canalisation, la surface supérieure de la canalisation, sont au même potentiel. Donc on va pouvoir dire que P chapeau A est égal à P chapeau A', P chapeau représentant la pression motrice ou la pression piézométrique.
comment trouver la pression piézométrique au point A'. Le point A', il est à l'interface entre la canalisation et le tube manométrique que l'on a mis à la surface de la canalisation, dans lequel un fluide manométrique, par exemple de l'eau, existe et va atteindre à l'équilibre, donc en statique, une hauteur HEA. Et donc c'est ce que l'on va écrire par définition de la pression piézométrique. P chapeau A est égal à PA plus ρ G ZEA. On a indiqué dans le plan de la figure une ligne de référence. La pression P chapeau A' est égale à PA' plus ρr G ZA'. Et PA', je vais pouvoir le définir facilement à partir de tout ce qui surmonte le point A', à savoir la pression atmosphérique et le poids de la colonne d'eau, donc ρg HEA. Donc c'est ce que l'on va faire apparaître ici, après avoir regroupé à partir de ρRG la différence ZA' moins ZA, qui n'est autre que la largeur, la demi-largeur ou le rayon de la canalisation. Je remplace PA', je vais remplacer PA' par P atmosphérique plus ρO GHEA, lu dans le tube, quelle est la hauteur d'eau que je lis. Et maintenant, je vais donc ainsi connaître la valeur de la pression PA comme étant la somme de P atmosphérique plus ρO GHEA plus ρR G ZA' moins ZEA. C'est ce que l'on voit apparaître ici. Alors dans cette expression, n'oubliez pas que la masse volumique de l'air est à peu près 1000 fois plus petite que la masse volumique de l'eau, que les canalisations dans lesquelles circule l'air sont de petites dimensions en travaux pratiques, ce qui va nous amener à négliger le terme ρRG ZEA' moins ZA devant le terme ρO GHEA. Ce qui fait que la pression au point A est à peu près égale à P atmosphérique plus ρO GHEA. Donc je connais la pression au point B grâce au point d'arrêt et au tube manométrique. Je connais la pression au point A toujours grâce à un tube manométrique, mais en faisant appel à des écuis potentiels. Je vais donc pouvoir utiliser cette différence de hauteur manométrique pour pouvoir exprimer la différence de pression entre les points B et A. C'est ce que l'on voit apparaître à l'écran. L'expression du module du vecteur vitesse fait intervenir la dépression. On a un organe déprimogène, c'est à partir de la variation d'une pression que l'on va trouver la variation de la vitesse. Et ici, il y a une des deux vitesses qui est nulle, donc on obtient la vitesse. Donc, vous voyez que la pression atmosphérique va se simplifier et il va nous rester au numérateur de la fraction le produit de la masse volumique de l'eau par ρ et par la différence HB moins HEA. Cette expression, on peut la réécrire d'une autre façon, que je présente ici. 2 fois G, on est dans le champ de pesanteur, que multiplie ρO sur ρR, que multiplie delta H. Ce qui veut dire que si je suis capable de lire une différence de hauteur manométrique, delta H, si j'ai fait un choix judicieux du liquide manométrique de façon finalement à amplifier quelque part la lecture, alors je vais pouvoir de façon très simple calculer la valeur de la vitesse au point A. Voilà l'expression du module du vecteur vitesse. Donc en travaux pratiques, on équipera la sonde de Pitot, que l'on va représenter juste après, de tubes manométriques que l'on reliera à un panneau avec un liquide manométrique qui est de l'eau. Et si on est capable de lire la différence entre les deux hauteurs manométriques, alors on pourra calculer très facilement la vitesse et on pourra calculer ça en tout point, de telle sorte que l'on puisse dessiner, comme on l'a dit à l'introduction, le profil des vitesses. Alors ce que vous voyez à l'écran est sympathique, c'est un schéma de principe qu'on trouve dans tous les livres, mais Pitot a fait mieux, à savoir qu'il a associé, ou du moins il a empêché la dissociation du point A et du point B, parce que plus la différence, plus l'écart entre le point A et le point B est grand, plus il peut se passer des choses, et on aimerait avoir un système mobile pour pouvoir explorer une canalisation. Donc si on veut un système mobile, il faut que le point A reste en tout instant, jamais trop éloigné du point B. Et donc, Pitot a utilisé la technique du 2 en 1 pour pouvoir
avoir une sonde que l'on va pouvoir déplacer dans une canalisation. Alors cette sonde, vous voyez son schéma de principe à l'écran, elle va être positionnée sur la ligne de courant, et cette sonde, en fait, c'est un double tube, un tube central qui va correspondre au point B et qui correspond au point d'arrêt. Et ensuite, vous voyez qu'un petit peu plus loin de l'extrémité, on va avoir des prises de pression statique. Elles sont situées ici à 25 mm de distance. Elles sont situées suffisamment loin pour que les lignes de courant soient de nouveau parallèles. Et donc, vous voyez apparaître dans la partie droite schématique le point A à l'aplomb du point A' où l'on voulait avoir la pression. Donc ces prises de pression sont reliées au tube A, et donc vous allez ainsi pouvoir, avec un dispositif 2 en 1, dû à Pitot, dont on rappelle l'existence, entre 1695 et 1771, c'était un homme natif du Gard, en France, qui a donné lieu à une sonde qui permet de mesurer en particulier, à l'aide de mesures de pression, la vitesse d'un aéronef tel qu'un avion. Donc voilà le principe de la sonde de Pitot qui s'appuie d'une part sur de la technologie et d'autre part sur le théorème de Bernoulli que l'on applique le long d'une ligne de courant. Donc si on relie les sondes de la tube de Pitot au tube manométrique, ce que vous voyez ici avec les flèches, vers le tube A et vers le tube B, eh bien on va pouvoir, par la différence de lecture dans les tubes manométriques, trouver la vitesse. Alors, passons maintenant au paragraphe sur les tubes manométriques. Voyez ici un panneau contenant des tubes manométriques et on va s'intéresser à la possibilité d'une lecture directe et de la valeur de la pression et à la sensibilité de la mesure. Alors, en particulier, vous voyez apparaître tout d'abord à gauche de ce panneau de tube manométrique, un réservoir de grande section par rapport à la section des tubes manométriques que vous voyez apparaître, ce sont des tubes transparents et que vous manipulerez en travaux pratiques. Alors ce réservoir de grande section a une utilité que l'on va présenter et que l'on va décrire à l'aide d'équations. Alors pourquoi a-t-on besoin pour faire une lecture directe d'un réservoir de grande section? Imaginez ici un tube en U que vous voyez à l'écran, rempli d'un liquide manométrique jaune. Le réservoir de grande section situé à gauche est ouvert sur l'atmosphère. Le tube de petite section est également ouvert sur l'atmosphère, de telle sorte que tout plan horizontal étant un plan isobare, les deux niveaux jaunes apparaissent sur l'échelle de lecture à la même altitude. Dans le cadre des TP, nous utiliserons de l'eau comme liquide manométrique. Si maintenant nous additionnons dans la partie gauche une surpression à la pression atmosphérique, c'est-à-dire que dans la partie gauche, la pression devient P plus P atmosphérique. Qu'est-ce qui se passe? Le niveau va descendre. Si le niveau descend dans le réservoir, il va monter dans le tube manométrique à cause ou grâce à la continuité avec la conservation du volume. Le volume qui baisse dans le réservoir est égal au produit de la section par le dénivelé petit h. Eh bien, ce volume va être égal à la hausse de niveau dans le tube. Si on s'est élevé d'une quantité petit x, le volume déplacé dans le tube sera égal au produit de la section petit s par x à cause, grâce à l'incompressibilité de l'eau. C'est ce que l'on voit apparaître à l'écran ici. Alors, continuons notre démonstration. Regardons maintenant en termes de pression. La pression au point M. M est un point situé sur le plan horizontal, matérialisé par un trait noir dans le plan de la figure. La pression au niveau du point M, c'est tout ce qui pèse au-dessus, à savoir la pression petit p. Deux points sur une même horizontale dans un liquide au repos sont à la même pression. Je choisis donc de prendre un point N à l'intérieur du tube, à la même altitude que le point M, et donc j'écris que Pm est égal à Pn. La pression au point N, c'est quoi? C'est le poids de tout ce qui est au-dessus, à savoir la pression atmosphérique, plus le produit de la masse volumique de l'eau, que multiplie G, que multiplie la hauteur de liquide par rapport
à ce plan représenté par un trait noir, eh bien, la hauteur du tube d'eau, c'est petit h plus petit x. Donc par voie de conséquence, si je remplace Pm par P, si je remplace Pn par sa valeur, j'obtiens que petit p est égal à P atmosphérique plus ρO G H plus X. Je fais apparaître ce qu'on appelle la pression effective ou la pression relative par rapport à la pression atmosphérique. C'est ce qui a créé la déviation de l'état d'équilibre. On note parfois cette pression P'. Donc P moins P atmosphérique est égal à ρOG. Je mets X en facteur de façon à faire apparaître 1 plus H sur X. Et H sur X, je m'en vais le remplacer par les caractéristiques d'appareillage. D'après la relation qui apparaît en haut à droite de l'écran, eh bien H sur X, ce n'est autre que petit s sur grand S. Et donc, je fais apparaître dans la partie droite du signe égal, eh bien, une caractéristique d'appareillage. Alors, cette caractéristique d'appareillage va pouvoir être simplifiée si petit s, la section du tube, est très petite devant la section du réservoir. Et si vous avez le droit de dire que petit s sur grand S est très inférieur à 1, alors la relation donnant la pression effective devient ρOG petit x, ce qui veut dire qu'on peut transformer directement la lecture faite sur une échelle de lecture en pression effective qui nous intéresse. L'erreur relative, c'est l'erreur divisée par la valeur vraie. L'erreur, c'est l'écart entre la valeur admise moins la valeur vraie, divisé par la valeur vraie. Donc on a une simplification immédiate par la quantité ρOGX, ce qui fait que l'on peut réécrire l'erreur relative sous la forme petit s sur petit s plus grand S. Donc voilà l'erreur relative que l'on commet lorsqu'on lit directement l'altitude ou la cote du trait dans un tube manométrique lors d'une hausse de niveau. Et ici l'erreur relative sera faible, il vous suffira de mesurer les sections des tubes manométriques et la section du réservoir. Parlons maintenant de sensibilité. La sensibilité, c'est l'aptitude d'une méthode de mesure à amplifier les phénomènes, ce qui permet de voir des très petits phénomènes. Donc rajoutons à ce que nous venons de voir une pression delta P. Donc par rapport à la pression effective, P moins P atmosphérique, j'ai rajouté une pression delta P. Donc le niveau a encore baissé dans le réservoir et le niveau a encore augmenté dans le tube d'une quantité grande delta X, ce que vous voyez dans l'équation. On peut naturellement rappeler, avant l'application de la surpression delta P, quelle était la valeur de P moins P atmosphérique, et par soustraction des deux équations, on peut réussir à écrire que delta P est égal à ρO G delta X que multiplie 1 plus petit s sur grand S. La sensibilité, c'est quoi? La sensibilité, c'est quelque part la pente. La pente entre ce que l'on lit, l'indication c'est x, delta x, et ce qui a donné naissance à cette variation, à savoir c'est delta p. Donc en faisant le rapport delta x sur delta p, on obtient l'expression du coefficient de sensibilité, et on voit que pour augmenter l'expression du coefficient de sensibilité, nous avons à notre disposition quelques bras de levier. La masse volumique du liquide manométrique, si on veut augmenter la sensibilité, il faut diminuer la masse volumique du liquide manométrique en remplaçant par exemple de l'eau par de l'alcool. Et ensuite, il faut jouer sur le terme qui est entre parenthèses. Alors on va faire une application numérique. Si nous avons une section de tube de 1 cm² et une section de réservoir de 10 cm², en faisant une lecture directe, on obtient une erreur relative de 9%. Le coefficient de sensibilité dans ce cas-là est égal à 9,25 10-5 mètres par pascal, ce qui fait qu'une variation de 1 mm dans le tube manométrique et sur l'échelle, ce que l'œil arrive à détecter, va correspondre à une très légère surpression de 10
pascal. Vous voyez que finalement, 1 mm, l'œil est capable de le détecter. 10 pascal, c'est quelque chose d'infiniment petit quand on le ramène à la valeur de la pression atmosphérique dont on rappelle la valeur conventionnellement admise, qui est de 101 325 pascal. Donc en fait, l'idée d'avoir un réservoir sert à la fois à faire des lectures directes et sert à améliorer la sensibilité de la méthode de mesure lorsqu'on fait appel à des tubes manométriques en U. Alors, sur cette photo que nous avions vue précédemment, il y avait d'une part le réservoir de grande section et d'autre part, vous voyez que les tubes manométriques sont inclinés. Alors, pourquoi incline-t-on les tubes manométriques ? Quelle drôle d'idée, me direz-vous? Eh bien, là encore, c'est pour augmenter la sensibilité de la mesure. Pourquoi? Parce que dans un plan incliné, on va lire un plus grand dénivelé. Alors, comparons ce que l'on observerait dans un tube vertical contenant de l'eau, représenté en jaune. Si l'on a une variation de pression ΔP, on lit, dans un tube vertical, un dénivelé ΔH'. Imaginons maintenant que ce tube soit incliné et que, en plus d'être incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale, ce que vous voyez à l'écran, on ait substitué le liquide manométrique qui était de l'eau par de l'alcool, qui a une masse volumique inférieure. Eh bien, dans ces conditions expérimentales, imaginons que l'on observe pour le même moteur de dénivellation, à savoir ΔP, on observe un dénivelé delta petit h. Bien, on va essayer de mettre en relation ΔH' et delta petit h. Alors, deux points sur une même ligne horizontale sont à la même pression. Je prends un point M dans la partie gauche du tube en U. Sa pression est égale à la pression atmosphérique plus delta P. Je prends un point N qui est sur une même ligne horizontale que le point M. Je prends le point N dans la partie droite du tube. J'obtiens PM égale PN. Et la pression au point N correspond au poids de la colonne d'eau. P atmosphérique plus ρ G delta H', ce qui fait qu'en rapprochant les deux expressions, delta P, donc le moteur de la dénivellation, est égal à ρ G delta H'. On va faire la même chose dans le cas du tube incliné. Il va y avoir finalement une égalité possible. Pourquoi? Parce que c'est le même delta P qui a donné lieu à la dénivellation. Alors lorsqu'on est dans le cadre du tube incliné, attention, n'oublions pas que nous sommes dans le champ de la pesanteur et il faut tout ramener verticalement, c'est-à-dire que le dénivelé que vous lisez dans le plan incliné ΔH correspond à une variation de hauteur entre les deux ménisques dans les tubes manométriques qui est égale à delta Z. Et on voit apparaître là encore le sinus de l'angle alpha qui traduit l'inclinaison, qui est égal au rapport entre le côté opposé delta Z et l'hypoténuse delta H. Ceci va intervenir en disant que le point M est à la pression atmosphérique plus delta P. Le point N est sur une même horizontale que le point M, donc au repos, les deux points sont à la même pression. Et le point N, quelle est la pression qui règne? C'est la pression atmosphérique plus le poids de la colonne d'alcool, mais le poids de la colonne d'alcool verticale. Pourquoi alcool? Parce qu'on a remplacé l'eau par de l'alcool. Rho alcool que multiplie G que multiplie delta Z. Ce qui fait que delta P est égal à rho alcool que multiplie G que multiplie sinus alpha que multiplie delta H. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer sinus alpha par sa valeur, delta Z sur delta H, de façon à mettre côte à côte bien les deux expressions que vous voyez ici. Delta P à gauche est égal à delta P à droite, donc on peut écrire que ρ G delta H' est égal à droite à ρ alcool G sinus alpha delta H. On va pouvoir simplifier par G dans un premier temps. On va pouvoir exprimer delta H' en fonction de delta H. La masse volumique de l'alcool est plus faible que la masse volumique de l'eau. Sinus alpha est quelque chose qui est plus petit ou égal à 1. Donc par voie de conséquence, delta H' sera plus petit que delta H. C'est-à-dire que lorsque vous travaillez en conditions inclinées, le dénivelé que vous allez lire dans le plan incliné sera plus grand
que le dénivelé que vous liriez dans le plan vertical, y compris si le liquide manométrique est le même dans la condition inclinée et dans la condition verticale, mais on peut encore amplifier les choses. Donc pour augmenter la sensibilité, on l'avait déjà vu dans la partie précédente, on peut remplacer l'eau par un liquide de masse volumique plus faible, et on peut, chose nouvelle, incliner les tubes manométriques, dont on voit que sur le support de ces tubes, c'est la figure ou la photo qui apparaît en haut à droite, figure en rapporteur d'angle qui vous permet de lire la valeur de l'angle d'inclinaison. Alors, maintenant que nous avons la relation de Bernoulli, maintenant que nous avons l'outil qui utilise la relation de Bernoulli qui s'appelle une sonde de Pitot, maintenant que nous avons des tubes manométriques dont on connaît la sensibilité et les possibilités de lecture directe, alors il ne reste plus qu'à explorer avec la sonde de Pitot, centimètre par centimètre, la veine d'essai dont vous voyez ici les caractéristiques géométriques. D'abord un convergent, puis un col ou un étranglement de largeur constante sur 44 mm, puis un divergent qui va ramener la canalisation à sa section initiale. Donc on a le schéma de la variation de la section. Connaissant le profil géométrique de la canalisation, de simples règles de 3 permettent de connaître en tout point la section. On va pouvoir traduire la conservation du débit, puisque le débit, c'est le produit de la vitesse, du module du vecteur vitesse par la section. Donc on va pouvoir dessiner le rapport théorique des vitesses, la vitesse dans la section I par rapport à la vitesse maximale. La vitesse maximale, c'est celle que l'on observe dans l'étranglement. C'est pour ça qu'elle est indicée avec petit e. Donc VI sur VE, on ne s'étonnera pas à ce que ce soit négatif, puisque la vitesse maximale est dans l'étranglement, donc ailleurs elle est plus petite. Et pardon, on ne s'étonnera pas que ce rapport soit plus petit que 1, c'est ce que vous voyez sur la figure. Et comment peut-on à l'avance dessiner ce rapport en fonction de l'abscisse I? Tout simplement en faisant le rapport de SE sur SI. C'est une conséquence du principe de conservation du débit. Donc vous pourrez à l'avance, et vous êtes invité à le faire, en fonction des caractéristiques de la canalisation, préparer un fichier Excel où vous allez pouvoir matérialiser la distribution du rapport théorique des vitesses. Et qu'est-ce que nous allons faire par la suite? Nous allons introduire centimètre par centimètre la sonde de Pitot le long de la ligne de courant. On va, à l'aide des tubes manométriques, observer un dénivelé. On corrigera en fonction de l'inclinaison des tubes manométriques et on transformera donc cette dénivellation en vitesse. Et on rapportera par rapport à la vitesse maximale, située dans le col du tube de Venturi ou dans l'étranglement, on rapportera le rapport des vitesses de façon à comparer en bleu ce qui est théorique avec ce qui est expérimental en rouge. Et vous mettrez ainsi en évidence la présence d'une couche limite. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans la partie divergente, au-delà de l'abscisse 115 mm, je crois, et jusqu'à 300 mm, des points rouges qui sont situés au-dessus de la courbe bleue. Ce qui veut dire que vous allez plus vite que la vitesse théorique à laquelle devrait circuler l'air. Et donc, comme ceci est impossible, ceci signifie que l'air circule, puisqu'il va apparemment plus vite, mais dans une section plus petite. Et s'il circule dans une section plus petite, ça veut dire qu'il y a une partie de la section de la canalisation qui contient de l'air, mais que celui-ci est immobile. Voilà. Donc la section dans laquelle l'air est mobile est plus petite que la section de la canalisation, ce qui fait apparaître une couche limite. Voilà, donc j'ai fini avec cette présentation un peu longue de ce troisième TP, de cette troisième séance de travaux pratiques, où vous aurez l'occasion de faire des mesures de vitesse d'air, de vous intéresser à la sensibilité des lectures dans des tubes manométriques, et vous pourrez revenir, mais vous l'avez ici, sur la démonstration de la relation de Bernoulli que vous avez déjà utilisée par anticipation dans le TP sur la mesure des débits d'eau. Voilà, je vous remercie de votre attention. Donc je vous invite à revoir cette présentation avant de venir en travaux pratiques et je vous invite également à préparer un fichier Excel matérialisant la courbe bleue et présentant le rapport théorique des vitesses. Donc merci encore de votre attention.